Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer de resituer l'aspect l'énergie dans son contexte un peu plus vaste, celui de ce conflit. Comme vous le savez, le conflit a plusieurs dimensions. Il a plusieurs dimensions géographiques déjà. Il y a évidemment l'Ukraine elle-même. Il y a, M. Gouet le rappelait tout à l'heure, l'Afrique est un terrain de ce conflit, un théâtre. Le Moyen-Orient est un autre. M. l'ambassadeur en a parlé. Il y a des dimensions dans la modalité de la confrontation. Il y a évidemment la modalité militaire, ça va sans dire, mais il y a aussi la modalité, je dirais, idéologique et informationnelle, et les autres modalités qui sont bien sûr liées à l'énergie, au cyber, et ainsi de suite. Donc on ne faut pas réduire ce conflit à son aspect strictement militaire. Et puis, il y a la question des temporalités. Le court terme, bon, ça a été un échec de la première offensive russe, comme chacun le sait, l'an dernier, qui est suivi maintenant par une guerre d'usure dont nous ne connaissons pas évidemment l'issue, mais qui peut avoir à terme plus ou moins rapproché deux sorties. Nous avons eu la sottise de laisser aux Ukrainiens la liberté de définir ce qu'était la victoire ou ce qu'était le succès. Donc finalement, tout échec à reprendre le territoire de l'Ukraine sera un échec occidental dans son ensemble. Il y a la possibilité, malgré tout, de cet échec, soit sur le front ukrainien par l'occupation, la continuation de l'occupation d'une partie du territoire ukrainien, soit de manière plus large sur d'autres théâtres de ce conflit. Et puis, il y a toujours la possibilité, évidemment, peut-être probablement la plus grande probabilité, mais à quel prix, d'un succès occidental. Je ne vais pas gloser là-dessus parce que ça dépasse le cadre de cette discussion. Mais n'oublions pas qu'un tel succès engendrera son lot de haine et de ressentiment et de répliques qui se poursuivra donc sur d'autres théâtres très probablement. Il existe entre la Russie et son adversaire occidental dans sa partie européenne plusieurs asymétries. Il y a une asymétrie évidente qui est le fait, qui est temporaire probablement, qui est le fait et qui est limitée par le nucléaire, qui est le fait qu'on ne peut pas on ne souhaite pas que l'Ukraine intervienne avec des armements occidentaux sur le territoire même de la Russie. Il y a une asymétrie démographique dont Monsieur Dumont a parlé tout à l'heure. Il y a une asymétrie dans le concept même de victoire, puisque, comme je le disais, toute occupation du territoire ukrainien est une victoire russe en quelque sorte. Et donc, pour que l'Ukraine l'emporte, il faut une offensive qui sera coûteuse et difficile, alors que les Russes n'ont qu'à tenir en quelque sorte. Et puis, il y a une asymétrie de ressources. Parce qu'on oublie, on ne peut pas oublier que la Russie est quand même le territoire le plus étendu de la planète, avec 14 millions de kilomètres carrés, que c'est la première ressource gazière du monde, c'est parmi les premières ressources mondiales de nickel, de bauxite, vous pouvez citer la moitié de la table de Mendeleïev, vous la trouvez en Russie. La pensée stratégique russe inclut depuis des temps déjà bien longs, avec des noms comme Sevchin ou Tukhachevsky, l'idée selon laquelle le combat est holiste, en quelque sorte, il est global, il inclut toutes les dimensions possibles du militaire, l'économique et ainsi de suite, et il va de soi que l'énergie fait partie de cette conception. On attribue toujours soit trop, soit pas assez d'importance à l'énergie dans les lectures géostratégiques. Soit on lui fait dire, soit on la trouve la cause unique de tous les conflits et tous les problèmes, soit on la néglige. Bon, je pense qu'elle ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette indignité, mais elle a un rôle en tout cas dans ce conflit.
Chacun sait que l'Europe dépend et importait avant-guerre la moitié ou presque la moitié de son gaz naturel de Russie, 45% à peu près. Que les sanctions que nous avons prises collectivement nous privent en fait d'abord du gaz et du pétrole, nous privent pour l'essentiel de cet approvisionnement, et donc qu'il faut d'une manière ou d'une autre le remplacer parce qu'il existe un lien insécable entre la croissance économique et la quantité d'énergie qui est injectée dans un système. À court terme, on ne peut pas changer ce lien. Il faudrait changer la structure complète de nos économies, de nos industries, de tout ce que vous voulez. Donc on peut sur le temps long, effectivement, le faire. Historiquement, on peut considérer que on réussit à peu près à réduire de 2% par an l'intensité énergétique d'une économie développée, sauf rationnement et autres mesures radicales, bien entendu. Donc, pour se passer de la moitié du gaz russe, eh bien, il va falloir, d'une certaine manière, en trouver ailleurs. Rentre, et je reviens sur cet aspect tout de suite, rentre dans cette équation une autre dimension qui est celle du changement climatique et de la transition énergétique, qui trouve un nœud intéressant dans ce conflit. Le changement climatique, qui est certainement un impératif à la fois de prudence et éthique d'une certaine façon dans la transition nécessaire, pose un certain nombre de défis à l'Europe. L'un de ces défis va être financier. Il faut financer la transition, mais il y a aussi beaucoup de revendications à l'encontre de nos intérêts. Et vous avez vu la dernière COP 27 que la question de la revendication d'une responsabilité historique de l'Europe et des États-Unis dans le réchauffement climatique commence à prendre de l'ampleur. Je pense que cette ampleur va aller croissant et va servir de prétexte à ralentir la transition énergétique dans certains pays majeurs, comme évidemment la Chine, l'Inde, etc. Vous savez que la Chine a accepté, a approuvé pratiquement 100 gigawatts de centrales au charbon, de nouvelles centrales au charbon dans les années à venir. Ça représente une centrale à charbon toutes les 2 semaines à peu près. Ce qui signifie qu'ils donnent clairement la priorité à leur développement économique et à leur compétitivité sur la question climatique, bien qu'ils fassent des efforts aussi dans ce côté-là qu'on ne peut pas nier. Donc il y a une revendication certaine. Alors il y a beaucoup d'arguments, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on peut constater que la Chine qui progresse le plus vite dans les émissions de gaz à effet de serre, et elle est en cumulé depuis un siècle, elle est le numéro 3, je dirais, derrière les États-Unis et l'Union européenne. Mais c'est aussi le masque de nos propres émissions, puisque ce que nous ne produisons plus en Europe, nous le faisons produire en Chine ou en Extrême-Orient, et donc les émissions chinoises sont en réalité les nôtres par importation dans une large mesure. Dans le cas de la France, 50% environ des émissions de CO2 sont de l'empreinte carbone de la France tient aux importations. Donc cette transition va poser un certain nombre de problèmes parce que il y a une course, si je puis dire, de vitesse qui est engagée entre notre capacité à changer notre modèle énergétique et un autre facteur dont on parle, à mon avis, un peu trop peu, qui est celui du pic de production des hydrocarbures. C'est une vieille théorie, de toute façon, toute ressource finie a nécessairement un pic de production, la Terre étant finie elle-même.
Si l'on s'en réfère aux bases de données les plus exhaustives qui existent aujourd'hui, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont, dont l'une est Nistal Energy de Norvège. On est certain que le pic de production des pétroles conventionnels a été atteint autour de 2008. Depuis un certain nombre d'années, la production est très au-dessus des nouvelles découvertes. Et par conséquent, on a été sauvé, entre guillemets, en termes d'approvisionnement, par les pétroles de schiste américains, pour l'essentiel. Pour le gaz, l'échéance est plus lointaine, parce qu'il y a beaucoup plus de gaz encore à extraire qu'il n'y a de pétrole. Néanmoins, le jour où ce pic se produira, c'est-à-dire si le pic de demande est plus tardif que le pic d'offre, eh bien, il est clair que le prix va certainement exploser, que les pays qui ont accès à la ressource vont fermer l'accès aux pays qui, bien entendu, n'ont pas cette ressource, puisqu'ils se serviront eux-mêmes en premier, c'est bien naturel. Et par conséquent, l'accélération de la transition énergétique en Europe est un impératif absolu, parce que si on se retrouve, c'est une question de probabilité, mais si on se retrouve dans le cas que je viens de mentionner, eh bien, évidemment, on peut dire au revoir à tout ce qui est industrie, déplacement, etc. en Europe. Donc, il faut savoir qu'entre maintenant et 2030, 30 millions de barils jour vont disparaître du marché par déplétion des puits existants, c'est-à-dire la production de l'Arabie Saoudite, plus les États-Unis, plus le Koweït cumulés. Il faut remplacer tout ça. Avec des pays qui, par ailleurs, doivent croître, comme l'Inde, comme l'Afrique, et ainsi de suite. La transition énergétique va déplacer le problème vers un autre univers, qui est celui des matériaux critiques, puisque pour faire des éoliennes, de l'électrolyse d'hydrogène, etc., il faut, des batteries pour les automobiles, il faut déployer des technologies qui sont très gourmandes en métaux et en terres rares. Je prends quelques chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Il faudrait multiplier d'ici 2050, augmenter la production de cobalt de 330%, de nickel de 103%, de lithium de 3535%, de néodymium, qui est une terre rare, de 800%, etc., etc. Donc c'est peut-être possible ou peut-être pas, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que toute ressource minière, comme le pétrole et tout ce qu'on voudra, a lui aussi sa courbe, si je puis dire. Et on peut prendre les études les plus sérieuses sur le cuivre, mettre le pic autour de 2040, 2050. Bon, le molybdène, c'est pareil, et vous pouvez en prendre comme ça un certain nombre. Ajouter au fait que la qualité des minerais va se dégradant au fil du temps, puisqu'on prend naturellement les meilleurs au début et les moins bons à la fin. Donc, nous sommes face à des défis, je dirais, de ressources naturelles qui ne sont pas insignifiants. Et on n'est pas les seuls à le savoir, je pense que les Russes le savent aussi, comme tout le monde. Donc, face à ces défis, évidemment, l'Europe découvre l'insécurité énergétique, à laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi. C'est une insécurité qui ne date pas de la guerre russo-occidentale, dirais-je. Les prix du gaz ont commencé à augmenter en 2021, pas en 2022. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu d'abord, il faut dire, cette année énormément de chance. Et on a eu beaucoup de chance, d'une part parce que l'hiver a été très clément, et ça a permis de diminuer considérablement les besoins de chauffage. On a eu de la chance parce que on a réussi à
par l'augmentation des prix a évincé une partie de la production asiatique. Il est facile de voir que la destruction de la demande en Asie a été considérable, donc, pendant l'hiver passé. Et la Chine était encore en confinement, en enfermement, je crois qu'on peut dire, et donc sa croissance n'avait pas repris. Donc beaucoup des quantités de gaz naturel liquéfié qui nous sont parvenues ont en fait été détournées ou déviées des besoins chinois vers l'Europe, à des prix évidemment stratosphériques. L'Europe est liée en termes de gaz, l'Europe est liée simplement à la Russie, qui fournissait quasiment la moitié de ses besoins, un peu à l'Azerbaïdjan par le gazoduc qui a été construit, qui qui passe par la Turquie, Grèce, etc. Mais c'est pas grand-chose, c'est une dizaine de milliards de mètres cubes. À l'Algérie, en partie, mais le pipeline algérien est déjà saturé depuis un certain temps, ou quasiment. Donc les quantités qui ont été promises par le gouvernement algérien à un peu tout le monde, en réalité, sont des quantités qui étaient auparavant livrées via le Maroc et qui le sont maintenant ailleurs, mais puisque le pipeline par le Maroc a été fermé pour des raisons tenant au conflit bien connu. Il y a évidemment du gaz naturel liquéfié algérien, mais ça représente des quantités assez faibles dans la mesure où il n'y a pas vraiment de place pour un surplus. Le GNL, la Turquie bloque les gazoducs, je dirais, Israël, Chypre, Europe qui étaient prévus. Donc il y a des grands gisements offshore en Égypte qui n'ont pas été, et en Israël qui n'ont pas été, qui ne sont pas pleinement exploités pour cette raison. Et tous les terminaux d'exportation américains sont saturés. J'ai les graphiques quelque part, je peux circuler. Voilà. Donc en réalité, il y en a un certain nombre qui sont en construction, mais il va falloir 3-4 ans pour que ce soit le cas. Donc la question du gaz à court terme européen sera résolue par le GNL à un prix supérieur naturellement à ce qui était le cas auparavant dans 3-4 ans. Même topo pour le Qatar qui a des capacités colossales, mais ce surplus de capacité ne va venir en ligne qu'à peu près en 2026-2027. Donc nous devons avoir de la chance encore pendant au moins deux hivers, 2023-2024 et 24-25 au minimum. Je ne sais pas si ce sera le cas, on verra ça en le vivant. D'ici là, on aura certainement on aura fait des progrès en matière de transition énergétique, mais je crains que nous n'ayons aussi détruit pas mal de demandes. On peut vérifier qu'une partie importante de la demande industrielle européenne a été endommagée par cette affaire et pourrait l'être davantage si les circonstances devaient s'aggraver. Et là se pose la question intéressante je dirais, de l'unité des intérêts européens face à cette question. L'inflation est destructrice du consensus social par de multiples canaux. Et l'énergie est un facteur d'inflation majeur, bien sûr. Les pays européens sont diversement dotés pour la transition énergétique. Il y a en gros 3 cas de figure. Il y a les pays qui sont, je dirais, électriquement autonomes, ou presque. C'est la Scandinavie, grâce à l'hydraulique et un peu au nucléaire. C'est où ça devrait être la France, grâce au nucléaire. Ce sont certains, je dirais, petits, entre guillemets, pays d'Europe centrale qui ont une très bonne dotation hydraulique et certains pas mal de capacités nucléaires également. On pense à la Slovaquie, etc.
D'autres qui sont, je dirais, à mi-chemin, où en gros les centrales thermiques et non pilotables, donc éoliens et solaires, représentent en gros la moitié du système, et donc ils sont à la merci de problèmes, de ce type de problème, sans que ce soit insoluble, parce que c'est des petits pays pour la plupart. Je pense aux pays des Balkans ou du pourtour du sud-est de l'Europe. Et l'Espagne et le Portugal forment partie de également de cet ensemble, puisqu'ils ont eu la sagesse d'avoir construit il y a très longtemps des terminaux de regazéification et d'avoir des liens qui sont très anciens qui vont poursuivre. Donc ils sont assez bien protégés. D'ailleurs, on l'a vu pendant l'année passée, le prix de l'électricité en Espagne était même pas la moitié de celui qui était en France. Et puis vous avez les pays qui sont je dirais, en difficulté sérieuse, et je pense surtout à l'Allemagne, Allemagne, Pays-Bas, et disons les pays je ne veux pas dire de l'impérium germanique, mais enfin en tout cas les pays qui sont proches de l'Allemagne industriellement parlant. Et ils sont en difficulté parce que sans gaz et sans électricité, naturellement, il est difficile d'avoir une industrie. Et la transition, ils sont mal dotés en termes éoliens et solaires, bon, c'était une évidence. Et donc, il faut qu'ils puissent dépendre. Ils n'ont pas d'issue immédiate, il n'y a pas ils ne sont pas depuis longtemps importateurs de gaz sous forme liquéfiée. Et donc, il faut qu'ils résolvent leur équation. Et ils ont une manière principale de la résoudre, c'est grâce à leurs voisins. Et les voisins du Nord, les Scandinaves, qui sont en quelque sorte la batterie de l'Europe, hein, puisqu'ils ont l'hydraulique, c'est une sorte de grosse batterie finalement. Et la France fait partie de ce schéma, puisque grâce aux capacités nucléaires françaises, eh bien, ça leur permet de faire baisser le coût de leur énergie, le coût moyen de leur énergie, et bien entendu, la liberté de marché et les interconnexions avec la France permettent d'égaliser, je dirais, la situation entre les deux pays. Et ça explique un peu pourquoi il y a toute cette bataille sur la structure du marché de l'électricité aujourd'hui en Europe. Je ne peux pas l'illustrer graphiquement comme ça simplement, mais disons que le système dit de l'ordre du mérite fait que le prix est fixé au prix de la centrale la plus chère du moment, le prix marginal, qui est normalement, dans 90% des cas, une centrale au gaz. Or, en France, la plupart du temps, les centrales à gaz ne sont pas en exploitation. Parce qu'on n'a pas besoin. Il y en a besoin simplement pour les pointes. Donc, ce prix sur la plateforme centre-européenne, il est fixé par les centrales à gaz allemandes. Beaucoup plus haut que ce qui serait le cas si il était fixé par le nucléaire ou autre. Et le fait d'avoir du nucléaire dans le système allemand, en fait, ça leur permet d'avoir du nucléaire pratiquement, mais pas politiquement, c'est que vous repoussez vers la droite l'offre la plus chère, et donc la centrale marginale, grâce au nucléaire français, est moins chère qu'elle ne le serait s'il n'y avait que les centrales allemandes. Donc là, la France permet à l'Allemagne de baisser son coût de l'électricité. Alors, on a eu évidemment une situation tout à fait intéressante récemment avec les fermetures de centrales nucléaires françaises, puisque on a dû importer 16 milliards de terawattheures essentiellement d'Allemagne et un peu de Belgique. Ces 16 milliards de terawattheures ne sont pas grand-chose dans la consommation française. Hein,
La consommation française, c'est à peu près 500 par an, donc c'est pas colossal. Mais ça permet de donner l'argument aujourd'hui, on vous a sauvé au moment du péril, et donc il faut que vous acceptiez la structure de marché que nous proposons, puisqu'elle a bien fonctionné. La preuve, c'est qu'on vous a sauvé. Et c'est exactement le discours que tiennent aujourd'hui nos amis allemands pour conserver ce système qui les avantage à ce titre-là. Et un autre titre aussi, c'est que s'ils veulent essentiellement vivre d'éolien et de solaire, eh bien, évidemment, ça va être un peu compliqué s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour fournir de la base. Et par conséquent, il est bon qu'ils soient très interconnectés avec des pays qui ont de la base, une base non polluante, donc le nucléaire fait partie de ça. L'autre moyen, c'est évidemment la batterie, mais ça coûte extrêmement cher. Et le troisième moyen, c'est la séquestration de CO2 dans des gisements, des réservoirs gaziers de mer du Nord. Il y a des projets, mais tout ça est extraordinairement cher, ça va prendre des années, et on ne sait pas très bien si ça va marcher. Donc la transition complète du système allemand vers le renouvelable est possible sur le papier, mais personne ne sait si c'est possible dans la réalité et à quel prix, puisque ça n'a jamais été fait nulle part, sur aucun continent, à aucune époque de l'histoire. Et donc nous sommes face d'une façon à une transition vers l'inconnu, où nous servons de corde de rappel, un peu comme pour l'acrobate, on sert de filet de sécurité à cette affaire-là. Les négociations sont censées être en cours pour changer le mécanisme du marché, mais nous avons déjà baissé pavillon, puisque je lis dans le Figaro de ce matin, notre ministre de la Transition énergétique: la France ne souhaite en aucun cas remettre en cause les fondements du marché de l'électricité qui a prouvé sa résistance. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut aller se coucher. Voilà. Donc, conclusion, s'il vous plaît. Et plié. Conclusion. Donc ma conclusion, en un mot, c'est que l'unité de l'Europe, c'est vrai que la guerre d'Ukraine peut sembler réunir l'Europe à certains égards face à un même défi, dans une même solidarité, mais en réalité, je crains que, pas seulement dans le cas de l'énergie, mais dans d'autres cas aussi, que les facteurs de fracturation ne soient au moins aussi nombreux que les facteurs d'unification. Et lorsque cette guerre aura cessé, les premiers risquent de l'emporter sur les seconds. Merci beaucoup. Merci bien.